Mais dis donc, qu'est-ce que c'est l'onde de choc? C'est l'arme psychique la plus puissante au monde. Il va concentrer toute son énergie mentale et physique et la projeter d'un seul coup. On a de la chance. Je connais des gens qui vendraient leur âme pour assister à ça. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce Trench Tech All-Star numéro 3, IA l'onde de choc. Il y a une petite tradition, Cyril, sur les Trench Tech All-Star. Je sais que t'aimes pas, mais moi je m'en fous, j'y vais quand même. Vas-y, dis. C'est de le chanter, c'est le Trench Tech All-Star. Bon, bah, c'est bon, cette fois on est parti pour de vrai. Merci. Et surtout de défoncer les oreilles de tout le monde. Non, j'ai éloigné le micro quand même. Ouais, tu t'améliores. De quoi on va parler? C'est l'IA, l'onde de choc. Je crois qu'on peut tous le ressentir, cette onde de choc, sans exception. Même ma grand-mère me parle maintenant de ChatGPT et des prouesses qu'elle fait avec poulet cet frites outil fantastique. Ouais. Autour d'un poulet frites, parfois, effectivement. Alors plus sérieusement, dans cet épisode, on va voir comment cette onde de choc de l'IA s'est déversée en chacun de nous, on pourrait dire, plus largement comment elle est en train d'impacter la société aussi. Ça va être assez passionnant. Effectivement, et pour pouvoir en parler, on a quand même un line-up de folie. On a ce soir parmi nous François Saltiel, journaliste et producteur chez France Culture. Vous l'avez peut-être écouté dans Le Meilleur des Mondes jusqu'à la fin de l'année dernière, enfin même un peu avant en vrai. Et il est revenu, il était toujours là en matinale, mais il est revenu avec une super émission qui s'appelle La Fabrique de l'information, tous les vendredis de 14h à 15h. François Saltiel. Salut François. Heureux d'être là, bonsoir à tous. On reçoit aussi avec nous, on est ravis de te recevoir, Ophélie Coelho, qui est donc chercheuse en géopolitique du numérique à l'IRIS, qui nous avait livré plein d'informations passionnantes sur l'épisode qu'elle avait enregistré avec nous. Et on est ravis ce soir, Ophélie, de t'avoir aussi sur ce débat du All-Star. Bonjour à toi. Bonjour. Merci pour l'invite. Et enfin, on accueille Ian Ferguson. Alors, si vous vous intéressez à l'impact de l'IA sur le travail, sur l'emploi, peut-être que vous connaissez ses travaux à l'INRIA, notamment Laboria, on aura l'occasion de développer tout à l'heure. Des travaux qui, pour ma part, m'ont beaucoup inspiré sur cet impact. Et Ian Ferguson, donc, qui est directeur scientifique ou directeur de recherche du Laboria. Bienvenue à toi, Ian. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous connaissez Trench Tech, nos entretiens sont organisés, le grand débat va être organisé en 2 séquences. On va d'abord voir comment l'IA vient nous impacter en tant qu'individu et qu'est-ce que la dépendance qui est en train de se mettre en place pour certains avec l'IA dit de nous. Et puis on va ensuite voir... Comme on n'est pas que des individus, mais on est aussi des communautés au sein de la famille, au sein de l'entreprise et puis au sein tout simplement d'un pays, d'une démocratie. On va essayer de voir à quel point, de façon systémique, l'IA a un impact sur les ensembles que nous sommes. Et puis la grande tradition des Trench Tech All-Star, c'est d'avoir la quintessence de la pensée de chacun de nos invités. Oui. On va d'ailleurs démarrer par là avec la battle de pitch. On va entendre chacun de nos invités pendant 3 minutes exprimer la quintessence, le cœur de sa pensée, ce qui nous donnera aussi une bonne base derrière pour en discuter lors du grand débat. On retrouvera les chroniqueurs. Un dernier atout de l'ADN de Trench Tech, ce sont quand même ces chroniqueurs. Et donc, on innove. Chaque invité va se faire tirer le portrait, si j'ose dire, par un tandem de chroniqueurs. Et vous allez voir, c'est pas mal, c'est du gratiné. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. On va commencer avec toi, François, cette battle de pitch, parce que c'est par ordre alphabétique du prénom. Et pour tirer le portrait de François Saltiel, tenez-vous bien, nous appelons dès à présent sur scène Laurent Guérin, le chroniqueur d'un moment d'égarement, et Laura Siboni, nouvelle chroniqueuse chez Trench Tech de Mémoire vive. François Saltiel, en prononçant votre nom un peu trop vite, j'ai d'abord cru que vous étiez une femme, alors qu'en fait, non. Je suis déçu. Pas moi. Vous êtes journaliste, auteur, chroniqueur, producteur et accessoirement plutôt beau gosse. Je suis déçu. Pas moi. Sinon, je suis très contente de pouvoir vous dire combien votre deuxième livre, La Société du sans contact, m'avait inspiré parce qu'il permet de raconter la technologie, de pouvoir la raconter à travers des récits et des belles histoires, et peut-être même de la sauver
comme le héros de votre premier livre, le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag. On ne le précise pas assez, mais c'est un ouvrage disponible dans tous les palais d'été, avec un nuage de lait et un petit sucre, bien sûr. Vous écrivez, François, avec votre femme Virginie. Et on se demande quand même si c'est pas un peu compliqué, un peu trop dur d'écrire avec son conjoint, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire avec son conjoint, comme du tennis ou des gâteaux, par exemple. En vrai, moi, même quand j'écris toute seule, j'ai parfois envie de divorcer de moi-même. Je ne sais pas comment vous faites. Mais surtout, vous vous érigez contre les pratiques sans foi ni loi, contre une tech sans les femmes, contre une société sans contact, contre une éducation sans règles par rapport aux écrans. Vous êtes la aide de la tech, vous êtes le compteur des temps virtuels, le père Castor d'un monde hyper connecté. Et pour ça, on a envie de vous en redonner du contact, de vous remercier. Et François, Virginie, si vous écoutez, on m'a forcé à dire ça, de vous en redonner du contact et un gros câlin. Oh. François Saltiel surtout, ne changez rien. Merci Laurent, merci Papilo, merci Mamilo. On va alors donc... François, ton portrait étant maintenant tiré, ça va être à toi de jouer. 3 minutes. T'es prêt ? Ok, bonsoir à tous. Donc 3 minutes pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans mon métier de journaliste avec l'impact de l'IA. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière, avant novembre 2022, avant l'arrivée de ChatGPT, pour vous expliquer ce qu'était finalement un journaliste. Un journaliste, c'était une des professions les plus détestées de France, avec les politiciens, les journalistes. Personne ne les aime. C'est dans tous les instituts de sondage et les baromètres. En parlant de baromètres, il y en a un autre, c'est le baromètre de la confiance qui a lieu chaque année. C'est le très bon quotidien La Croix qui le publie. Et vous le savez, cette confiance est en érosion. Les gens n'ont plus du tout confiance dans l'information que l'on peut délivrer. À cause de quoi ? À cause d'une connivence où les journalistes sont suspectés d'être un peu trop proches du pouvoir, et notamment du monde politique, à cause d'un manque de représentation. Les gens ne se sentent plus concernés, et aussi à cause d'une fatigue informationnelle. On est dans un monde de flux constants, même un monde de contexte collapse, comme le dit finalement Dan Boyle. Le contexte collapse, c'est ce qu'on vit tous à cause des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va alterner le message de son cousin avec la guerre en Ukraine et ensuite une recette de cuisine ou pourquoi pas de tennis, puisque j'en entendais parler, et c'est vrai qu'on peut faire du tennis avec son conjoint. Donc d'un coup, tout s'entremêle, tout se mélange, et le public, nous, le citoyen, a tendance à se détourner de l'information. C'est même un phénomène d'évitement. Ce phénomène, il a été documenté, notamment par le rapport Reuters qui a lieu chaque année, et il est en progression. Aujourd'hui, on parle même d'exode informationnel. L'exode, c'est-à-dire que les gens se détournent, ils ne veulent plus l'écouter parce que ça les rend anxieux. Il y a aussi une éco-anxiété latente, un contexte international que je ne vais pas développer ici, mais qui ne donne pas forcément envie d'écouter les nouvelles. Et cet exode, ça amène un repli sur soi. Donc ça, voilà, c'était à peu près le contexte du milieu journalistique, plus peut-être la dépendance aux réseaux sociaux où les médias essayent tant bien que mal d'aller chercher une audience qui leur échappe, notamment plus jeune, en pensant qu'en mettant 3-4 vidéos sur Instagram ou sur Facebook, ils vont pouvoir récupérer cette audience sur leurs médias traditionnels. On me dit qu'il reste 1 minute. 1 minute pour vous dire qu'à un moment donné, ChatGPT arrive et c'est l'intelligence artificielle. À votre avis, est-ce que ça amplifie ce phénomène ? Est-ce que l'intelligence artificielle devient une solution ? La réponse est non. Ça amplifie la désinformation, ça amplifie ce qu'on appelle l'Internet zombie, c'est-à-dire cette espèce de répétition, et surtout cette croyance qui s'altère encore davantage. On va encore moins croire le journaliste car il est si facile de déformer et de faire de la manipulation d'informations. Mais il y a évidemment une solution dans les dernières secondes qui me restent. Vous avez vu, c'est assez stratégique finalement de réserver que les quelques secondes de solution et d'exposer les problèmes pendant à peu près 2 minutes 30. Les solutions, c'est justement faire ce qu'on est en train de faire ce soir, tous ensemble, recréer du lien. Le journaliste, c'est un média qui doit redonner la confiance. Comment ? Et peut-être en s'affranchissant finalement de l'intelligence artificielle pour aller sur le terrain en redonnant un pouvoir d'agir. Pour ça, il y a un genre qu'on appelle le journalisme de solution qui est très mal compris parce qu'on le voit souvent comme un journaliste de bisounours qui apporte les bonnes nouvelles. Or, le journaliste de solution, c'est juste un journaliste de construction qui doit permettre aux gens de déclencher du pouvoir d'agir en dépit du timing, en dépit justement de notre volonté de transgresser. Merci à tous. Bravo. Qu'est-ce qu'il est fort. Et alors, c'est vraiment la aide du numérique et de la tech. Et vous retrouverez donc tous ces beaux mots avec la complicité donc, de ton épouse, Virginie Sassoon. Ce nouveau livre, effectivement, je vous invite aussi à lire Une société sans contact, Faire la paix avec nos écrans. Et donc, aux éditions Flammarion, il vient juste de sortir.
Il a quasiment réussi à faire la paix avec le chrono déjà, François, ce qui est déjà pas mal. Eh oui, tu as des leçons à prendre. Donc... Alors François, on rappelle d'ailleurs ton épisode, tu étais en saison 3, la saison précédente. Du coup, nos médias sont-ils à la hauteur des enjeux numériques ? Spoiler alerte, pas complètement. Je crois que si on devait retenir un point de l'épisode, c'est celui-là, pas complètement. Mais évidemment, il faut l'écouter pour bien comprendre tout ce qui se joue derrière. Prochain portrait. Oui, Ophélie Coelho. Alors, le portrait, vous allez voir, on est en mode hybride. Nous avons Sandrine Charpentier, chroniqueuse de Elles font la tech en vidéo, et Louis de Disbach de La Tech entre les lignes, qui lui est là. Vous savez, quand on parle de géopolitique et de numérique dans Trench Tech, il y a des experts et des expertes auxquels on pense tout de suite. Évidemment, Ophélie Coelho fait partie de ces femmes de la tech incontournables pour nous éclairer et nous faire réfléchir sur l'impact de nos choix sur le monde de demain. Ophélie Coelho, c'est une doctorante à Paris Panthéon-Assas. Tiens, comme moi, nous avons fait la même université, nous avons étudié dans la même université. Mais aussi, au-delà de ça, une chercheuse indépendante et elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du numérique. Et puis surtout, elle est l'autrice du livre devenu incontournable et paru en 2023 qui s'appelle Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. Alors Louis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expertise ? Alors oui, cette expertise, on la retrouve également dans le travail académique et rédactionnel d'Ophélie qui, en plus de son livre, on en a parlé, qui fait office de référence dans le domaine, publie des articles, notamment dans la revue Recherche internationale, mais aussi, et peut-être surtout, vulgarise son domaine et son travail et ne le laisse pas prendre la poussière dans une tour d'ivoire. Et moi, ça, je trouve que c'est extrêmement important. Donc de la gestion des câbles sous-marins à celle du numérique africain, en passant par les usual suspects que sont la Chine, les US et la Russie, le regard d'Ophélie est simplement incontournable si on veut traiter ces enjeux de façon holistique. Et maintenant, place donc à la géopolitique de la tech, ou à la géopolitech, bref, trêve de géopolitesse, comme dirait l'autre, Ophélie Coelho, surtout, ne changez rien. Bravo. Bravo. Merci. La géopolitesse. Merci Sandrine, merci Louis. Et Magnifique. désormais, la parole est à Ophélie. Même punition, 3 minutes pour pitcher ta grande idée. Je commence par une recette de cuisine. Non, en fait, je commence par une pâtisserie. On va commencer par parler d'un millefeuille, en fait. Vous savez, la couche de sucre sur le millefeuille, c'est ça, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est une couche sucrée qui repose sur un ensemble de couches qui sont tout le reste, en fait, l'infrastructure, la couche logicielle, les données, etc. Pour avoir cette couche de sucre, du coup, il faut tout le reste du millefeuille. Et ce qui se passe, du coup, c'est que cette couche de sucre, elle a un côté addictif, clairement. C'est très facile à manger. Parfois, on achète le millefeuille pour cette couche de sucre. Voilà. Et on devient très facilement accro. Ça nous donne d'ailleurs un petit coup de boost rapide qui ne dure pas forcément très longtemps. Et les conséquences, c'est quoi ? C'est des conséquences pour notre santé, tout comme le sucre. L'IA n'est pas particulièrement bonne pour notre cerveau et notre capacité d'agir. Et par ailleurs, ça a un côté un petit peu écœurant quand on sait comment c'est fabriqué, comment c'est cuisiné, en fait. Et donc, concernant l'IA, c'est clair que l'exploitation des données, le traitement de données à la fois personnelles, stratégiques, de santé, etc., peu importe le nombre de données dans ces types de données qui ont servi à l'entraînement du modèle, ça repose sur du travail humain, ça repose sur énormément d'investissements, mais ces investissements, c'est quoi ? On parle de la bulle Internet, on a parlé de la bulle Internet, on a parlé de la bulle IA. Les fonds d'investissement reposent sur quoi ? Sur des fonds indiciels, qui reposent sur des fonds de pension, qui font fonctionner les retraites par capitalisation et soutiennent des modèles sociaux qui ne sont pas forcément ceux qu'on a choisis au départ. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a avec l'IA, avec l'expansion technologique et l'expansion de l'IA ? On a en fait un cofinancement aussi par des fonds de pension et fonds indiciels de technologies qui du coup, derrière, en fait, concentrent les richesses de plus en plus. Il reste très peu de temps. Donc ma grande idée, au final, c'est de considérer que l'IA n'est pas décorrélée en fait, de la société et de notre modèle social. On a en fait des technologies qui aujourd'hui sont financées par des systèmes de fonds d'investissement qui reposent sur des fonds indiciels, des fonds de pension, des retraites par capitalisation. Ça détruit quoi au final ? Ça détruit d'autres modes sociaux, d'autres modèles sociaux, comme le nôtre, des retraites par répartition, et d'autres pays qui ont choisi ces modèles par répartition. Et ce qu'il faudrait, du coup, pour donner du sens à l'IA et aux technologies, c'est les rapprocher
de nos modèles de société. C'est qu'ils nous servent à la sécurité, à l'éducation, qui nous servent en fait à l'administration, qui nous servent au secteur clé, à la santé, et qu'on évite du coup de continuer à concentrer la technologie aux mains de quelques-uns et les richesses du coup qui vont avec. On avance sur le timing. Alors là, c'est parfaite laser. maîtrise Bravo. de la recette. Oui. Et on avance sur le timing. Elle est partie avec 10 secondes de retard. Elle arrive avec 10 secondes Alors d'avance. tu sais que le Bravo, millefeuille, c'est magnifique. un de mes desserts préférés. Tu m'as donné envie au début, puis là finalement. Je croyais que c'était le gâteau nantais, mec. On avait dit que les gâteaux nantais, on était quand même fidèles à notre patrie Manifestement, initiale. c'est plus le sucre, j'ai l'impression. Bravo Ophélie. On rappelle ton épisode Guerre froide numérique à écouter sur toutes les plateformes et sur YouTube, puisque c'est effectivement aussi en vidéo Trench Tech. À présent, Ian Ferguson. Et pour faire le portrait de Ian Ferguson, Mick, on va avoir un trio. Oula. Attention, soyez prêts. Gérald Olubowicz de On refait la tech, s'il vous plaît. Emmanuel Goffi de la Philotech. Et bien sûr, Fabienne Billard du Patch Tech. Ah, la question du travail et de l'IA. Remplacer, pas remplacer, tout le monde tremble un peu en allant au bureau le matin pour voir, espérant ne pas voir R2D2 siroter un café à sa place dans l'open office. Pour ce portrait, on a utilisé un des deux. À toi de deviner lequel, du bon travail humain ou de l'IA facile. Il faudra deviner. Donc Ian Ferguson est un expert sur le sujet parce qu'il a quand même, il est quand même docteur à l'INRIA, hein, le fameux Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, et qu'il bosse sur les relations entre les travailleurs et les applications de l'intelligence depuis pas mal d'années. Emmanuel? Alors, comme Tic et Tac l'ont dit tout à l'heure, là, nos deux amis, apparemment vous êtes, alors je ne sais pas si c'est directeur de recherche ou directeur scientifique, l'un des deux en tout cas à l'INRIA comme tu l'as dit, qui est un programme à la fois conjoint au ministère du Travail et donc, non, je confonds, Laboria. Programme conjoint du ministère du Travail et de l'INRIA. Alors, j'ai regardé ça, je me suis dit tout de suite, c'est pas super sexy, ça fait pas rêver comme job. A priori, c'est pas un job temps plein, parce que vous avez quand même eu le temps de travailler sur 2 bouquins en 2020, en l'occurrence. Alors, je donne les titres, je les connais pas par cœur. Donc, puissance de calcul, force de l'emprise, une critique de l'organisation augmentée, pas sexy non plus, hein, pardonnez-moi. Donc, aux éditions RS en 2020. Et puis, un autre bouquin, une IA au travail, 5 histoires, d'hommes, aux éditions L'Harmattan, toujours en 2020. Alors, du coup, on s'est posé la question de savoir si vous n'avez pas eu un petit coup de main pour écrire 2 bouquins par un ami qui commencerait par chat et finirait par GPT. Bon, à débattre, on verra ça plus tard. En tout cas, vous êtes bien ici aujourd'hui et on vous remercie. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a que d'intelligence humaine et on est très très ravis pour ça. Et puis vous l'aurez compris, Yann est un... Alors, on s'appelle Yann comme si on se connaissait, genre, mais on ne se connaît pas du tout. Peu importe, ça fait classe. En tout cas, c'est un explorateur en l'occurrence de la condition humaine au travail et de ses enjeux éthiques face à l'intelligence artificielle. Quand vous aurez rendez-vous avec votre DRH, eh bien, vous penserez à ce que Yann vous dit. En tout cas, Yann, ne changez rien. Merci. Fabienne, en fait, elle a vraiment fait la timide, du coup. Ah, tu as coordonné. T'as coordonné, d'accord. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Merci. Donc, effectivement, je ne sais pas comment tu le prends, mais ça fait pas rêver. On va voir si ça fait pas rêver. Par contre, il y a autre chose, il faut qu'on revienne dessus. C'est toi, Tic, ou c'est moi, Tac? Je sais pas. Il y a une question de nez dans tout ça. Merci, Emmanuel. Yann, bon, voilà, tu vas nous défendre un petit peu tout ça et montrer que c'est sexy quand même. Merci à ceux qui m'ont dressé le portrait. Je ne sais pas si mes travaux font rêver, mais en tout cas, moi, j'occupe le job de mes rêves. Je dirige scientifiquement le Laboria et c'est vraiment le travail que j'aurais pu imaginer. Si ça avait été possible, c'est celui-là que j'aurais fait pour moi. Et je le dois à un rapport qui s'appelle la mission Villani, qui a été publié en mars 2018. Et dans cette mission, eh bien, le mathématicien Cédric Villani et ses co-auteurs ont dit il faut mettre en place un lab public d'exploration et d'expérimentation de l'IA au travail. Et 3 ans plus tard, ce lab est créé. Et donc, ce rapport me donne le job de mes rêves. Je lisais ce rapport à ce moment-là et je ne savais pas que cette proposition, eh bien, elle allait être pour moi. Il y a d'autres choses intéressantes dans ce rapport. Il dit notamment que travailler avec l'IA, ça peut être aliénant. Tout n'est pas beau dans le travail avec l'IA. Mais que par contre, il y a un potentiel incroyable. Il y a un potentiel incroyable, c'est de désautomatiser le travail humain. Il y aurait un robot en nous et l'IA va nous l'enlever et elle va s'occuper de ce qu'il y a de robotique dans notre travail.
En contrepartie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, au travail, nous allons pouvoir nous concentrer sur des propriétés qualifiées de proprement humaines. Quelles sont ces propriétés? La créativité et les relations humaines. Génial. J'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, c'était moi, c'était mon job de mes rêves. Être créatif et les relations humaines, c'est exactement ce que j'essaie de faire toute la journée. Mais c'était aussi Cédric Villani. Et donc, à un moment, je me suis dit, est-ce que tous ces gens qui parlent du futur du travail et sur le fait que ça va les reconcentrer sur le proprement humain, ils ne sont pas en train de se décrire eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne font pas un transfert dans le futur du travail? Et après, j'ai regardé ce que disent les sciences du travail. C'est quoi le sens du travail? Ils ne parlent pas du tout de créativité, de relations humaines. Les sociologues du travail disent que le sens du travail repose sur 3 piliers. Le jugement d'utilité, je sers à quelqu'un. Le jugement de beauté, ce que je fais est beau, ce que je fais est bon, c'est-à-dire correspond à mes valeurs. Et enfin, la réalisation de soi au travail. C'est pas du tout la créativité et les relations humaines. Et donc après, moi je me suis demandé dans quelle mesure l'IA peut véritablement activer ces 3 éléments du sens du travail. Et c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois dans les projets d'entreprise où souvent le projet d'IA c'est davantage un projet de management algorithmique. Déposséder le travailleur de son expertise, reparcelliser le travail, rediviser le travail pour ensuite mieux contrôler le travailleur. Et puis il y a aussi les usages spontanés de l'IA au travail, les collaborateurs qui l'utilisent. Et eux, ils trouvent que ça a du sens. Mais je ne vois pas du tout de la créativité, je vois de la créativité individuelle, mais je vois de l'homogénéisation du travail collectif. Je ne vois pas forcément des gens qui sont meilleurs dans les relations humaines, je vois des gens qui écrivent les mails avec l'IA, voire qui préfèrent échanger avec l'IA plutôt qu'avec leurs collègues. Ils brainstorment avec l'IA, ils brainstorment plus avec leurs collègues. Donc ma contribution à une technique plus éthique, ce n'est pas forcément l'éthique de l'IA au travail, mais c'est l'éthique du travail avec l'IA. Wow. Alors, on vous l'avait dit quand même, on a un line-up extraordinaire. Wow. Ils se sont chauffés, c'est incroyable. Le timing parfait. Vous voyez qu'on a du niveau juste en 3 fois 3 minutes. Rien que ça, déjà, on a des grands professionnels, on peut les applaudir encore. On peut l'affaire, la soirée est faite. Alors Yann, on retrouve ton épisode Travail, l'IA nous rend-il obsolète, qui est rentré directement dans le top 3. J'ai le top 3 de mes meilleurs épisodes sous mes yeux d'ailleurs, avec vous 3 ce soir. Ah oui, oui. Alors bon, on va arrêter de tirer les... Tu le dis pas à chaque fois. Non. On va arrêter de tirer les pompes néanmoins, mais c'est vrai qu'en fait, on est vraiment très, très heureux de vous avoir. Moi, un tout petit clin d'œil tout particulier à Yann, parce que c'est vrai que je vois Raphaël qui est là. Quelques personnes dans mon entourage professionnel savent à quel point je parle des travaux d'Yann depuis plusieurs années et je les gonfle avec ça. Et si vous n'avez pas envie de vous taper les rapports qui font 120 pages, vous pouvez aussi écouter l'épisode, vous aurez un bon résumé. Et on aura l'occasion de revenir sur tes travaux et notamment sur cette dimension que tu viens de nous tendre la perche pour lancer, ça y est, la première séquence de l'individuel au collectif. Et donc, on va attaquer, maintenant que vous avez les grandes idées, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Ah, effectivement, dans cette première partie, ce qu'on va voir, c'est comment une dépendance a pu se créer finalement aussi vite avec ces outils qui ont pénétré aussi rapidement notre quotidien et comment ils sont venus transformer, comment ils viennent déjà transformer nos comportements vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la géopolitique, vis-à-vis du travail en particulier. On va attaquer avec toi, François, et avec l'information. Je le disais tout à l'heure, tu as relancé une nouvelle émission, la Fabrique de l'information, et j'étais assez heureux d'entendre le tout premier épisode porter précisément sur ce sujet-là. Moi, ce que je me suis posé comme question assez rapidement, c'est qu'on entend, et si on a des enfants, si vous avez des enfants, des ados, vous en rendez peut-être un petit peu compte, ça devient l'un des premiers réflexes, ou en tout cas l'une des premières sources d'information, d'aller se renseigner sur son LLM, sur ChatGPT, sur Perplexity, ce que vous voulez. Finalement, il y a 15 ans, on a déjà vécu un petit peu ça avec les réseaux sociaux. On a vu qu'il y a une forme de glissement, de consommation média et l'information. On a un rapport à l'information. Donc finalement, est-ce que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas tout simplement ce qu'on a l'habitude de vivre globalement tous les 15 ans? Est-ce qu'on a vu avec les réseaux sociaux? Et sinon, c'est quoi la différence? C'est une bonne question. En fait, on se rend compte qu'avec le numérique, c'est déjà un amplificateur de phénomènes existants. On a toujours tendance à croire que le numérique invente des phénomènes et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le diabolise. Je prends un exemple tout simple. Le cyberharcèlement, on en parle énormément, sauf que le numérique n'a pas inventé le harcèlement scolaire. Il existe depuis toujours, sauf qu'il l'a amplifié. C'est-à-dire que quand on est cyberharcelé, ça dure 24 heures sur 24 et la maison ne devient plus un refuge. Cet exemple-là d'un amplificateur, le numérique, tu peux l'appliquer sur à peu près beaucoup de domaines. Donc ce que tu expliques sur l'intelligence artificielle avec les réseaux sociaux, on pourrait dire que l'IA est un amplificateur
d'un phénomène numérique qui était lui-même une amplification. Donc, ce que tu évoquais sur les réseaux sociaux, effectivement, les médias ont déjà vécu cette transformation-là, sauf que la différence, c'est que la marque média apparaissait encore un peu. C'est-à-dire que tu vas avoir une marque média qui va essayer de s'exporter, de migrer sur un réseau social. En l'occurrence, au départ, c'était Facebook, mais il y avait une sorte encore d'identification, d'appartenance de la marque média. Ce qui se passe avec l'IA, et la manière dont les médias sont un peu perdus ou du moins utilisent différentes stratégies pour continuer à exister, c'est le côté, quelque part, c'est le côté de manque de lisibilité des sources. C'est-à-dire qu'une IA va te donner ce qui est censé être une vérité, avec bien sûr son omniscience, puisqu'elle est censée tout savoir, tout comprendre, sans forcément citer ses sources, avec souvent des techniques anthropomorphiques où tu as l'impression que voilà, c'est la voix d'une personne, d'un humain, ça lui donne même un prénom. Donc ça lui confère déjà un esprit d'autorité, et de la technologie et en même temps l'empathie humaine. Et quand tu vas poser une question que l'IA va te répondre, tu vas avoir tendance à la prendre. Ça endort notre esprit critique encore plus que par les approches habituelles, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux. Exactement, parce que quand tu veux, je veux dire, l'esprit humain est ainsi fait, on est tous comme ça, on adore court-circuiter les efforts. C'est-à-dire que c'est vraiment l'économie de la flemme, et c'est là-dessus d'ailleurs que le monde du numérique s'est bâti, c'est sur cette économie de la flemme. On n'a pas envie de descendre pour aller manger, on va commander à distance, on n'a pas envie d'aller prendre une bière juste à côté pour rencontrer les gens, on va passer par une application de rencontre, etc. Donc on est dans une forme de délégation qui est notre nature, et ces outils-là, eux aussi, exploitent et amplifient les vulnérabilités, nos vulnérabilités. Donc sur la question de l'information, finalement, se dire qu'on peut tout avoir en quelques secondes sans forcément faire l'effort critique de comprendre d'où vient cette info, ça peut être un problème. Donc c'est là où l'IA devient complexe, c'est qu'elle exige de nous une capacité de discerner et d'évaluer finalement le résultat. C'est-à-dire que si on veut bien utiliser l'intelligence artificielle, pour moi, il faut exercer un effort en amont et en aval. C'est-à-dire savoir prompter, on le sait tous, comment tu poses ta question. Et quant à la réponse, arriver à analyser la réponse. Donc finalement, tu gagnes pas de temps. C'est presque faire un travail de journaliste et d'aller croiser aussi l'information. Parce que si pour celles et ceux qui verraient pas très bien ce que ça donne, il y a quelques années de cela, on allait chercher le média, on allait s'informer. Et puis Google nous a déjà un petit peu, entre guillemets, freiné parce que rapidement, on consultait les deux premiers résultats, on scrollait pas des masses. Là, désormais, l'IA nous formule une réponse packagée à une demande et éventuellement, elle cite 1, 2, 3 sources, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes aussi pour qui ne sont pas toujours justes d'ailleurs de fait, et donc ça pose d'autres questions pour être bien référencé, être vu, être montré d'une certaine manière par ces IA. Et ça a un véritable impact d'ailleurs sur l'audience des sites médias en tant que tels, c'est-à-dire qu'on a constaté une chute de quasiment 50% je crois du trafic sur les sites médias dès lors qu'on se renseigne sur ChatGPT. C'est bien ça? Tu as reçu notamment Dreyfus du Monde, tu as des stats à nous partager? En tout cas, lui partageait ses stats à lui, effectivement, Louis Dreyfus qui dirige le groupe Le Monde, et le groupe Le Monde a fait le choix de faire alliance avec OpenAI pour justement tenter d'apparaître en premier finalement dans les sources, et lui disait qu'il arrivait à convertir une bonne partie et récupérer des nouveaux lecteurs ou des abonnés grâce à ce nouvel outil. Mais tu vois, quand tu faisais ce petit historique, on se rend bien compte que là on est encore une fois dans une sorte de disparition de l'effort, c'est-à-dire qu'on est passé de se déplacer à un kiosque à journaux pour regarder et choisir un journal, donc un déplacement physique, aller à un kiosquier, communiquer et acheter un journal. Ensuite, on est passé par la numérisation, c'est-à-dire plus besoin de se déplacer, le truc vient à toi, tu es sur une application, donc c'est vraiment du pull au push. Et sur l'IA, tu ne passes même plus par l'application, tu ne passes même plus par le journal, tu passes par une seule interface qui va en plus augmenter globalement son pouvoir et finir sans doute à un moment donné avec une situation quasi monopolistique comme on a pu le connaître avec Google, pour te donner ce qu'elle veut que tu entendes ou que tu lises. Ou alors, elle le fait parce que derrière, il y a des accords financiers avec les uns et pas les autres. Et moi, je suis certain, et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, que demain, il y aura de la publicité en placement de produits dans les réponses. Puisque de toute façon, le modèle économique de Google, c'était les AdWords, et ça fonctionnait très bien comme ça. Les 3 premiers étaient sponsorisés. Tu le savais pas. Pourquoi il en serait autrement ? Dans cette économie de l'attention, évidemment que les annonceurs vont arriver et vont intégrer les réponses. Et là, ce sera encore plus difficile de discerner ce qui est de la communication de l'information. Yann, sur le fond du travail aussi, les choses vont changer très fortement avec l'IA, et il semble que finalement les premiers touchés soient les plus jeunes, puisque c'est, semble-t-il, les plus faciles à remplacer dans les travaux par l'IA, en tout cas en rentrer beaucoup en apprenant les travaux qu'aujourd'hui on a tendance à déléguer à l'IA. Est-ce que tu le constates aussi sur le terrain? Comment ça va se passer du coup, l'entrée dans le travail pour cette population-là?
En fait, il y a deux phénomènes qui cohabitent et qui vont dans des directions différentes. Les plus jeunes sont les plus grands utilisateurs de l'IA générative. 85% de la classe d'âge 18-24 ans utilise l'IA. 99% des étudiants dans le supérieur utilisent l'IA. Attends, on va s'arrêter sur ce chiffre. 99% des étudiants en école supérieure, enfin, dans leurs études supérieures, pardon, utilisent de l'IA donc au quotidien pour leurs études. Donc, arriver dans l'entreprise, elles ne peuvent pas imaginer ne pas travailler sans IA, quoi. Exactement. D'ailleurs, 65% disent que la présence de l'IA générative sera un des critères déterminants pour choisir leur premier employeur. Donc, ils sont très demandeurs et ils sont très IA enthousiastes sans avoir les compétences que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire poser les bonnes questions et interpréter les résultats. Donc, aujourd'hui, on a des... tu dis qu'ils n'ont pas ces compétences, pardon, c'est par manque d'expérience dans leur travail. Exactement, c'est ça que par manque d'expérience, la façon de qualifier. Du coup, on en revient à ma question. Comment on rentre alors sur le marché de l'emploi? Pour l'instant, on rentre parce que les phénomènes d'IA, on commence à détecter. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait effectivement une tendance à la diminution de l'embauche sur certains secteurs, et notamment les secteurs où il y a une forte intensité en production textuelle ou en génération de contenu. Clairement, parce que on peut citer les Big Four dans le conseil qui crunchaient beaucoup de juniors. Il y en a de moins en moins. Exactement, donc beaucoup ont annoncé d'ailleurs le fait de diminuer il y a eu pas mal de sujets sur les consultants aujourd'hui. Tout récemment, Accenture avec 12 000... Accenture qui a annoncé, mais en même temps Deloitte qui doit rembourser l'argent que lui a donné l'État australien parce qu'il y a plein d'erreurs dans le rapport qui a été livré et qui a été vendu plusieurs centaines de milliers de dollars australiens. Oui, j'ai le chiffre de 600 000 $ en tête. Ils doivent rembourser une partie. Donc en fait, pour les jeunes, effectivement, ils arrivent et très fans d'une technologie dont on dit que précisément elle va venir tailler leur part du gâteau, leur possibilité tout simplement de commencer leur carrière professionnelle. Donc on a ce sujet d'y dire des tâches d'entrée. Voilà. Est-ce que ça va durer ? Le numérique aujourd'hui, il a très rarement automatisé le travail, il a plutôt déplacé, restructuré le travail. Dans les rédactions, il y a de moins en moins de secrétaires de rédaction, mais le boulot de secrétaire de rédaction n'a pas disparu. On a fait des interfaces où bien souvent c'est le journaliste qui doit produire lui-même le travail de la secrétaire de rédaction ou du secrétaire de rédaction. Quand vous allez dans un supermarché, qu'on vous donne une scanette pour faire les produits en vous disant c'est vachement innovant, vous ne ferez pas la queue, non, vous faites le travail du caissier ou de la caissière. Mais on vous prend ça comme un progrès. Le numérique déplace beaucoup le travail. Et aujourd'hui, si on dit qu'on n'aura plus de juniors, on va dire que c'est les seniors qui vont faire avec un outil le travail du junior. Ce n'est pas évident qu'il va vouloir continuer à le faire très longtemps, même s'il y a l'IA pour l'automatiser à sa place. Ouais, alors le senior qui fait une partie du travail qui était assigné au junior à l'aide d'un outil, l'équivalent de la calculatrice en quelque sorte, ok, mais on sait aussi, parce qu'on a tous un petit peu de bouteille et puis on est passé par là, on apprend vachement sur le terrain. Que ce soit alors quand on est encore stagiaire ou quand on rentre dans la boîte, et il y a cette notion de transmission dont d'ailleurs beaucoup de seniors sont fiers parce qu'on transmet à ceux qui vont nous succéder, mais dans 10 piges on est encore à peu près tranquille, ça va pas nous remplacer dans 6 mois. Comment ça va se passer du coup cette transmission si elle n'existe plus vraiment? Dans une collab que j'ai faite avec un magazine, il y a un jeune qui travaille dans une banque qui a dit « je me fais senioriser par l'IA ». Je me fais senioriser par l'IA. Et déjà, ça pose la question de la relation senior, mais là, on n'est plus sur des assistants, qui est la terminologie officielle. On est sur des seniors qui nous réassurent. Voilà. Et donc là, on a un vrai sujet, effectivement, de ces compétences, de ces acquisitions sur les compétences terrain, où en fait, finalement, tout ce qui compte, et ça c'est l'effet d'accélération que produisent souvent les technologies, c'est le résultat final, c'est plus le processus d'acquisition. Vous savez, c'était déjà arrivé avec le passage, avant quand on traversait l'Atlantique, on le faisait en bateau, il y avait toute une littérature de romans où on racontait ce qui se passait pendant les voyages. Aujourd'hui, il n'y a plus de littérature de voyage parce qu'on passe quelques heures dans un avion, on est arrivé. Ce qui est important, c'est d'arriver, c'est plus de voyager. Et aujourd'hui, dans le travail, on commence à voir que les gens se préoccupent uniquement du fait que c'est fini, sans avoir le chemin pour arriver. Et effectivement, là se pose la question, au-delà du fait d'avoir un job ou pas un job, de la courbe d'apprentissage. Quelles sont les étapes nécessaires pour devenir un expert? Moi, ta question, elle me renvoie surtout à une autre chose que tu évoquais pendant ton pitch, c'est le sens du travail. Est-ce que le sens du travail, c'est le résultat ou est-ce que le sens du travail, c'est l'effort finalement? C'est ça qui est derrière aussi. Alors, l'effort, ça va plutôt relever de quelque part
la dimension, la valeur humaine qu'il y a derrière le travail. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un peu souffrir pour travailler. Ça, c'est l'éthique protestante qui est un peu à l'origine du capitalisme, qui a évoqué cette espèce, voilà, dont on parle, qui fait un peu controverse. Mais en tout cas, il y a cette idée effectivement que ce qui s'obtient sans effort n'est pas méritant. Et d'ailleurs, une des raisons du Shadow aujourd'hui, Shadow AI, le fait d'utiliser l'IA en cachette, c'est en grande partie parce que les utilisateurs de l'IA anticipent le fait que leurs collaborateurs, leurs collègues, leurs managers vont juger négativement leur usage. Je ne parle même pas d'un journaliste, là ça doit être l'enfer. Les journalistes qui utilisent l'IA aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils se cachent. Voilà. Et donc on ne le dit pas. Et donc de fait, on ne peut pas avoir cet élément fondamental du sens du travail et de la qualité du travail, ce que la science du travail appelle les conflits de qualité. La qualité du travail, elle ne se décrète pas dans un cahier des charges, elle ne se décrète pas individuellement, elle se décide et elle se négocie collectivement. Un conflit de qualité, ce sont des critères définis collectivement sur ce qu'est le bon et le beau travail. Un des grands risques aujourd'hui de l'IA au travail, pour les jeunes, notamment qui l'utilisent, c'est ce que nous on appelle l'individualisme épistémique. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont seuls pour faire les questions et les réponses. Ils construisent eux-mêmes leur référentiel, indépendamment d'un collectif qui pourrait porter un regard sur la notion de travail bien fait. Je me fais seigneuriser par l'IA, c'est en fait, je demande à l'IA, est-ce que j'ai fait du bon travail? Comme si elle le savait. Je me fais valider, quoi, finalement. Moi, ce que j'aime, c'est quand je t'écoute, j'entends aussi Orelsan. L'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ophélie. Ça me donne envie de chanter encore. Non, s'il te plaît, j'aurais fait de me taire. Ophélie, on ne peut pas s'empêcher de se dire, on est donc dans cette séquence où l'IA pénètre nos sociétés par chacun d'entre nous. On est un peu livré à nous-mêmes depuis qu'OpenAI a lâché en pâture ChatGPT fin 2022. Bonne vieille stratégie du winner takes all. Et donc, ça pénètre par l'individu avec du Shadow AI, avec tout un tas de limites, tout un tas de failles également. Et du coup, on peut s'interroger sur à qui profite le crime, au-delà du crime entre guillemets économique. Est-ce que sur un plan géopolitique, c'est pas tout à fait intéressant comme ça d'utiliser un outil technique qui agit un peu comme un cheval de Troie, dont on sait aujourd'hui que non seulement il est faillible parce qu'il a des limites techniques, mais qu'il est aussi largement intoxiqué par certains pays. Donc, comment penser cette appropriation et dépendance naissante à l'outil à titre individuel, mais pour remonter collectivement sur des enjeux géopolitiques? C'est même pas un cheval de Troie, en fait, puisque quand on regarde les annonces de Trump, finalement, ces derniers mois, au travers de la stratégie IA, par exemple, il parle réellement de technological dominance. Avec cette envie, vraiment dans le rapport, clairement écrit de cette manière-là, qu'il s'agit d'étendre les technologies américaines via les infrastructures et via, du coup, les systèmes d'intelligence artificielle américains. Donc, c'est pas un cheval de Troie, c'est clairement établi comme étant du coup, une arme économique, technologique, c'est une stratégie, du coup, impérialiste, et c'est la même chose du côté chinois. On a affaire à des empires et de leur côté, que ce soit big company de la tech, donc big tech, ou télécom chinois ou grandes entreprises de la tech chinoise, ce sont des compagnies à charte du 21e siècle, en quelque sorte, qui sont les ambassadeurs de la puissance de leur état d'origine. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous? On utilise tous ces technologies-là. Ça fait quoi de nous? Des idiots utiles de la stratégie US? Oui. Des agents vassalisateurs de l'interne? C'est quoi le plan? Alors, j'aime bien, si vous voulez, si tu veux, l'idiot utile, clairement, quoi. On disait justement, on parlait de la paresse, du fait qu'il faut que les choses soient simples. Dans les années 2000, l'un des livres qui s'est le plus vendu pour tous les designers, c'était le livre Don't Make Me Think. Parce que, bah oui, donc ne me faites pas réfléchir, voilà, tout simplement, traduction simple, littérale. Oui, effectivement, le design même, son objectif, c'est de nous faciliter les choses pour qu'on ingurgite de l'interface et que tout soit excessivement fluide, et c'est ceux qui arrivent à fluidifier au maximum l'action, ceux qui effacent le plus la complexité technique, qui finalement arrivent à gagner, à faire venir vers eux le plus d'utilisateurs. Et donc en fait on est dans cette logique de la paresse, et ça fait effectivement de nous à la fois des idiots utiles, et des idiots peut-être même au sens de plus en plus littéral, puisqu'on externalise de plus en plus de compétences cognitives. Et par ailleurs, ça fait de nous des passeurs de technologie, parce qu'en devenant des utilisateurs, très souvent, en fait, on va aussi former
en fait amener d'autres utilisateurs à les utiliser. Et donc en termes de passeurs de technologie, c'est aussi une stratégie d'expansion assez forte sur le dernier kilomètre, on va dire. Et évidemment, on sait aussi qu'avec ces systèmes d'outils qui sont très addictifs dès le début, et pas au-delà du fait qu'ils soient gratuits, ça crée des data loops, et plus on les utilise, plus on affine les modèles qui sont derrière, donc plus ils nous rendent dépendants à leur design. ChatGPT, ça y est, il te dit yo quand tu commences à lui parler? Non, mais tu as vu que ChatGPT a signé un deal, enfin OpenAI avec Stripe, et donc désormais tu peux acheter directement depuis ChatGPT, donc ça rejoint aussi ce qu'on disait sur l'évolution des business models auxquels on est clairement exposé. Et juste pour revenir sur les 2 rapports que tu citais, ils sont parus cet été à 1 semaine d'intervalle, les Américains d'abord, les Chinois juste après. Absolument. Enfin, la guerre elle est clairement ouverte. Oui, de toute façon, en 2025, il y a eu énormément de textes très intéressants, à la fois sur la technologie, l'IA, mais sur les infrastructures et sur l'énergie. En fait, il y a vraiment énormément de choses là-dedans. Ouais. Et d'ailleurs, les big tech vont sur l'énergie en tant que... on voit que c'est un enjeu. Ils veulent récupérer de la valeur sur ce secteur-là. Oui, on pourra reparler effectivement de ça. Ouais. C'est clair. Mais pour revenir juste sur ta question, à qui profite le crime, je parlais tout à l'heure du millefeuille. Ceux qui vont le plus profiter du crime, c'est ceux qui ont vraiment réussi à intégrer de manière verticale la technologie. Et puis après, vous avez ceux qui sont sur des secteurs spécialisés. Alors Nvidia fait du cloud maintenant, mais néanmoins, pour l'instant, c'est plutôt du semi-conducteur. Donc les faiblesses sont importantes de ce côté-là. Et par ailleurs, voilà, donc OpenAI est un acteur très intéressant de ce point de vue-là, mais c'est pas encore une plateforme en tant que telle. Voilà. Donc ceux qui Quand tu dis de vertical, c'est un Google par exemple qui sont à la fois plusieurs sur les couches. Câbles. Ouais. Qui sont à la fois sur les câbles, sur les données, qui sont aussi un faiblesse, parce que de plus en plus ils sont en train de concevoir des puces, ils les fabriquent pas mais ils les conçoivent pour leur propre modèle justement, et qui sont jusqu'à la couche justement d'intelligence artificielle, la couche de sucre. Voilà. Eh ben, on est bien rendu avec ça, cette captation en plus de richesse qui est oligopolistique du coup. Bon, François, il y a un autre point duquel tu as tout juste commencé à le toucher aussi, Ophélie. C'est finalement le risque de propagande par les IA. L'information pourrait être encore attaquée finalement par ces IA. On a vu plusieurs d'ailleurs attaques, notamment d'organismes russes sur ces sujets-là. Est-ce que ça va aller jusqu'où cette affaire? Est-ce qu'on pourrait être complètement manipulé encore plus fortement qu'avec les ingérences qu'il y a eu sur les réseaux sociaux? Pardon, il faut juste préciser que ce sont des sources NewsGuard, hein, c'est pas une vue de l'esprit, donc c'est réseau, doppelganger, et puis tu vas nous en parler, NewsGuard, qui viennent pourrir les datasets pour venir frelater, je dirais, les réponses données par les LLM. NewsGuard, dont on a reçu sa VP Strategy, qui est Shin Labé, sur un épisode tout récent, si vous voulez creuser le sujet. Alors dis-nous, François, toi, sur le rapport à l'information finalement. Et la désinformation, du coup. Oui. Effectivement, NewsGuard a fait un travail précieux dans leur rapport précédent sur la question de l'intoxication des IA. C'est en fait quand on interroge tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, ils nous disent tous que l'IA, c'est ce qui permet de manipuler plus avec un coût d'entrée plus faible. En gros, c'est payer moins pour désinformer plus, pour reprendre voilà, un certain slogan d'un homme politique pour être Premier ministre. Non, il est plutôt ailleurs. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, avec pas grand-chose, on peut arriver facilement à manipuler, parce que l'IA permet de dupliquer des sites très facilement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sites dont le contenu est uniquement généré avec de l'intelligence artificielle. On peut le faire dans toutes les langues. Et en fait, les LLM aiment bien aussi avoir différentes occurrences langagières. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive par le sous-sol presque à intoxiquer ces LLM pour faire passer des éléments de langage. Et encore une fois, OpenAI et les autres n'ont finalement que faire de savoir ce qu'ils vont produire a un sens de vérité ou est une information juste. Parce que la grande différence quand même par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que, enfin même la grande arnaque, on pourrait dire avec les réseaux sociaux, c'est de se faire passer avec le statut d'hébergeur. Ils tiennent à leur statut d'hébergeur et avec ce statut-là, ils échappent à toute responsabilité. Oui. Un média... Responsabilité sur les contenus qui sont véhiculés. Ils disent on est juste le véhicule, c'est pas ça. Moi, éditeur. Demain, Radio France, dans mon émission sur France Culture, si quelqu'un tient des propos diffamants, discriminatoires, etc., je me dois, parce que je suis garant de l'antenne, d'essayer de dire ces propos n'engagent que vous, ou alors, lorsque ces propos contreviennent tout simplement à la loi, de les recadrer. On a vu ce qui s'est passé avec des chroniqueurs. Exactement, parce que j'appartiens à un média qui a une déontologie, avec un pacte de confiance qui est entrepris avec le citoyen et l'utilisateur, même si on a bien vu que cette confiance est mise à mal. Tandis que OpenAI, finalement, il y a ce même pacte de confiance, mais qui est implicite, c'est-à-dire que le public a confiance dans ce qu'il lit, sauf qu'ils n'ont pas signé de pacte. Et encore une fois, ils ne seront pas forcément responsables des contenus qui vont être diffusés en grand nombre. Donc, c'est un outil qui est facilement
manipulables. Et la désinformation, il faut savoir qu'il y a tout un commerce de la désinformation. C'est-à-dire que ces sites qui sont des sites qui œuvrent pour tel ou tel gouvernement, même si la question de l'attribution est très complexe, hein. On peut très bien arriver à des entreprises chinoises ou russes, mais c'est plus compliqué de corréler ces entreprises russes avec directement le Kremlin. Et c'est pareil dans les autres pays, même si globalement les Russes et les Chinois sont peut-être les deux acteurs majoritaires de la désinformation. Donc, on est face finalement à des outils qui sont simples à manipuler, qui peuvent intoxiquer l'information et c'est encore moins visible. Et puis pour prendre un dernier exemple, mais qui a été un exemple flagrant, vous vous rappelez sans doute des étoiles bleues de David, les tags qui étaient faits à Paris et d'un coup qui avaient semé un peu la panique et tous les médias d'ailleurs avaient repris cette information. Il faut quand même se rendre compte que c'est finalement deux Moldaves, enfin deux personnes qui ont touché quelques centaines d'euros pour aller taguer peut-être 10 murs et de ces 10 murs ont envahi toute la toile, tous les réseaux sociaux et repris par les médias. Donc c'est ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est assez simple, hein, c'est un petit phénomène qui va être amplifié. Là, les médias n'ont pas joué leur rôle, c'est-à-dire qu'il y a une course à l'audience aussi, donc on veut tout de suite publier, informer, et on se retrouve avec une opération de désinformation qui n'a pas coûté grand-chose. C'est-à-dire pour celui qui cherchait à diviser. Et sans IA, là, c'est ce que tu es en train de dire. Qui exploite les mécanismes des réseaux sociaux et des algorithmes derrière les réseaux sociaux, mais il n'y a même pas d'IA générative pour avoir fait des fausses photos de ces éléments. Exactement. En fait, là où l'IA est problématique, c'est pas tant pour aller chercher à manipuler, parce que finalement, il y avait déjà des techniques de manipulation, c'est que l'IA fait que l'on va maintenant douter des informations qui sont véridiques. C'est-à-dire que parfois, nous, on peut faire des infos et on va en douter. On va dire, attends, non, mais non, là, c'est une IA. C'est ça la post-vérité, c'est qu'on ne va plus savoir distinguer finalement le Mais ça le vrai devient du de faux. plus en plus complexe déjà parce qu'on n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'outils qui permettent véritablement en fait, de détecter des images qui sont trafiquées. On sait que ces outils ne sont pas fiables à 100%. Donc déjà, on ne dispose pas de remèdes potentiellement à ce poison de la désinformation. Et ensuite, encore une fois, on n'a pas le temps. On est tous pris de toute façon dans un flux. Je sais qu'Ophélie veut réagir, mais on a un micro pour nous. Et je vais te le donner en 2 secondes, puisque c'est intéressant de créer de la conversation. Et un micro sur deux. C'est un véritable robinet, effectivement, d'information et qui est encore plus. On a ouvert les vannes. Et c'est important de garder en tête que la désinformation, c'est pas uniquement véhiculer de fausses informations, c'est aussi donner des caisses d'amplification, de résonance à des informations qui sont parfois, qui pourraient passer en dessous du radar. Exactement. En fait, on parle aussi de mésinformation. C'est-à-dire qu'en fait, une information, elle est beaucoup plus forte lorsque tu as un phénomène à la rigueur réel, un fait divers qui a vraiment existé mais que tu vas amplifier pour créer de la division. C'est le principe de la rumeur. Exactement. Alors Ophélie. Oui, en fait, tu parlais du coup de la mise en doute et en fait, je trouve que c'est plutôt un phénomène positif. La mise en doute. Alors certes, on n'a pas le temps d'aller vérifier toutes les infos, mais en fait, le fait que justement on soit capable de mettre en doute, ou plutôt que ça devienne un réflexe, la mise en doute, je trouve que c'est une bonne chose parce que justement, ça veut dire qu'on n'accepte pas l'information telle qu'elle et que pour s'en assurer, on est capable, si on a le temps, bien sûr, d'aller chercher. Ou en tout cas, on ne va pas forcément le montrer comme une vérité tant qu'on ne l'aura pas cherché. Parce que le jour où on dit, voilà, où on fait passer une fake news dans le monde professionnel, sur l'antenne, ou etc., eh ben, ça la fout mal, en fait, hein, de dire un truc qui était faux, en fait. Et ça, du coup, c'est une leçon, et c'est une leçon aussi pour les jeunes, hein, les jeunes ou moins jeunes, hein, qui utilisent du coup l'IA générative dans leur activité professionnelle. Parfois, il y a des professions très sérieuses, hein, comme des avocats, qui vont en fait mettre tout un ensemble de jurisprudence dans leur documentation. On se rend compte que, et après évaluation, on se rend compte que c'était faux. Ce sont des jurisprudences inventées. Eh bien, une fois que le problème est repéré, c'est quand même problématique pour la personne elle-même dans sa crédibilité professionnelle, en fait. Donc le fait d'être en capacité de mettre en doute, c'est une bonne chose parce que ça nous fait travailler et ça nous fait dire, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça va pas me donner une solution finale. Il va falloir que chacun fasse l'effort dans cette économie de la flemme, quand même. Bah, exactement. Mais si on dédie bien, on pourrait amener à ça. Ça replace l'effort au bon endroit. Et juste une chose aussi que tu as dit tout à l'heure et que je trouve vraiment génial, c'est le journalisme de terrain. Effectivement, mais ça aussi, ça demande du temps. Parce que quand tu fais du terrain, tu peux pas faire un truc tous les jours, apporter une information fouillée, documentée. Ça demande du temps. Et donc, du coup, peut-être que c'est aussi notre logique, notre rapport au temps qu'il faut revoir par rapport à tout ça. Bon, Yann, pour terminer cette séquence, moi, j'aimerais te parler d'un rêve. Je vais rajeunir un petit peu. Je suis là sur l'entrée dans mes études supérieures et je suis en train de flipper parce que je me dis, mais l'IA est en train de prendre plein de jobs. Vers quoi je m'oriente? Donc, c'était il y a à peine 5 ans, hein, finalement. Je me rajeunis à peine un tout petit peu. Et en plus, il faut que tu passes soyons par Parcoursup. clairs. T'imagines ? Et il faut que je passe par Parcoursup par ailleurs. Quel choix d'orientation je fais? Vers quoi je m'oriente quand je veux faire des études supérieures? Je m'oriente plutôt vers des métiers qui ne sont pas manuels, hein, soyons bien clairs, qui semblent plus épargnés par l'IA générative en tout cas.
Comment je choisis aujourd'hui sur mes orientations ? Alors, première chose, en résonance aussi avec ce qu'a dit Ophélie, ce n'est pas l'IA en tant que technologie qui potentiellement prend votre travail, c'est tout le millefeuille qui est lié à effectivement la couche de sucre. C'est ce qu'on nous dit, c'est l'IA prend votre job, mais derrière, il y a toute une infrastructure dans laquelle il y a beaucoup d'humains. Voilà, beaucoup d'humains. La Banque mondiale dit en gros le travailleur du clic, comme on les appelle, vous avez un épisode là-dessus, c'est entre 130 et 500 millions d'emplois créés dans le monde. C'est la Banque mondiale. Mais bon, les emplois... Il faut voir le type d'emploi. Ouais, il faut voir le type des emplois très enviables. Payés au clic. Ceci étant dit, juste petite parenthèse, donc ces fameux click workers ou data workers qui sont là à labelliser les données pour que nos IA nous racontent pas des âneries, voire nous sortent pas des horreurs, sont payés dans certains pays $30 à peine, ça nous paraît peu, ou $1 de l'heure. Mais au Venezuela, c'est au-dessus du salaire minimum d'une enseignante. Voilà, il faut aussi le savoir. Et les profils sont plutôt jeunes et diplômés parce qu'en fait, ils sont mieux payés que s'ils allaient bosser normalement. Bon, je suis pas sûr de vouloir orienter mes enfants vers cette job-là. Mais c'est important de garder en tête qu'il y a de l'humain derrière l'IA, effectivement. Tout à fait. Donc, c'est tout ça. Derrière, il y a aussi un projet organisationnel et managérial qui est de dire qu'il faut réussir à faire le plus possible avec un minimum d'employés. Donc, c'est pas l'IA, c'est l'idée que derrière l'IA, on veut actualiser un vieux projet organisationnel et managérial. On nous le présente comme un progrès. Et dans le fait, il n'y a jamais eu de liaison mécanique entre l'innovation technologique et le progrès. Ce sont des choix politiques qui font que derrière, une innovation technologique devient un progrès. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je raconte à ma fille ou à toi-même, puisque tu es remonté dans le temps. Puisque j'ai beaucoup bien rajeuni. J'ai pas la recette miracle, mais je vais dire quelque chose qui m'a été beaucoup inspiré par un ancien étudiant de mon école que j'ai pas eu en élève, j'aurais bien aimé l'avoir. C'est Octave Klaba. Octave Klaba, fondateur d'OVH. Voilà. Il est venu devant nos étudiants et il a dit: je ne cherche pas des experts de ça, je cherche des gens qui ont une compétence en T inversé. Qu'est-ce que c'est une compétence en T inversé ? C'est comme mes abdos, ça. Ils sont en T inversé. C'est une compétence qui a une dimension horizontale, qui est notre capacité à percevoir des situations dans leur globalité et à relier des choses que les études, aujourd'hui, ont tendance à séparer. L'approche systémique d'Edgar Morin, avoir une vision globale. Et le T verticale, la barre du T verticale, c'est votre expertise métier. Mais celle-ci, potentiellement, à un moment, peut-être qu'il y a une intelligence artificielle qui va complètement la transformer, peut-être que le métier va plus vous intéresser. Mais si vous n'avez que la barre verticale, il n'y a plus rien pour glisser. Mais si vous avez la barre horizontale, eh bien, vous allez pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est pas le « ou » qui potentiellement va vous amener à avoir une carrière, c'est le « et ». Est-ce que vous êtes quelque chose et quelque chose ? Et ce « et » vous rend unique. Parce que pour l'instant, l'IA, c'est beaucoup le « ou ». Bien sûr, il y a les IA généralistes qui ont l'air de faire un peu tout. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, on se dit peut-être qu'il faut plutôt aller vers des IA beaucoup plus spécialisées. Elle va faire une chose. Voilà. Et donc, c'est notre capacité à nous déspécialiser, pas être polyvalent. Olivier polyvalent, ça on connaît. C'est votre capacité à avoir un domaine d'expertise qui évolue sur une capacité de compréhension beaucoup plus large. Et donc, c'est cette exigence que ta fille ou que toi, que le Mike d'avant doit essayer de développer. Travailler votre « et » plutôt que votre « ou ». Canon. Bon, moi j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser à cette phrase de Michel Serres que j'aime beaucoup citer, qui écrivait, enfin non, qui disait d'ailleurs, c'était pas dans Petite Poussette, mais dans ses conférences, est-ce que tout ça va nous remplacer ou nous sauver ? En fait, ça nous condamne à faire preuve de plus d'intelligence. Et moi je le mets au pluriel, effectivement, c'est faire preuve de toutes ces intelligences. On sait bien qu'elle n'est pas uniquement computationnelle. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. C'est le moment de passer à notre deuxième séquence, l'effet papillon de l'IA. Et alors on va rassurer tout le monde, comme on a pris beaucoup de retard, elle sera un tout petit peu plus courte cette deuxième séquence, et on va basculer directement sur toi François, parce qu'on fait un joli pont là, avec ce que tu viens de nous dire Yann. On va revenir quand même à ce sujet central qui est celui de la confiance. Et on peut se demander, bon, a priori, le paysage médiatique est une des fondations, disons, d'un débat démocratique possible et d'une réflexion également. Qu'est-ce que ça dit d'une société du futur proche dès lors que on peut interroger le niveau de confiance qu'on va avoir dans ces outils et dans la mesure où on ne sait pas véritablement d'où vient l'information, si ce n'est
que pour certains de ces outils, ils signent des contrats désormais avec des grands acteurs de la presse et des médias. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Est-ce qu'il faut signer ces accords ? Est-ce que c'est plutôt bénéfique pour le business model de l'éditeur qui signe ? Ou est-ce que c'est peut-être une solution pour nous éviter d'avoir du slop content, voire des informations frelatées ? Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que si on est le patron du monde, en gros, pour faire simple, il y avait deux possibilités. En fait, déjà, on part de la base. La base, c'est une exploitation de contenu sans considération aucune des droits d'auteur. Donc, c'est du pillage. Ça commence par là. Ça commence par du pillage. Donc ça commence tout simplement par une entreprise de piraterie. Donc peut-être qu'on a un biais de négativité sur les IA, mais néanmoins ça commence par une grande piraterie avec un non-respect total des droits d'auteur et non-valorisation du travail. Parce que le travail, c'est quand même, a priori, un journaliste ou un artiste, il est payé ou il a une valeur par rapport à ce qu'il produit. Donc il y a une énorme notion de pillage et ensuite il y a le truc très connu de la puissance de l'usage, où on a tout mis comme ça à disposition gratuitement, on en profite, et une fois qu'on en profite, finalement, il y a un effet de réseau qui est déjà en place, et une pratique qui s'installe, et ensuite, seulement après, on commence à s'interroger, puisque le temps de la législation et le temps politique est toujours en retard par rapport au temps technologique. On essaie de dire comment on arrive à réguler ce Far West, pour reprendre des éléments de langage qui sont aussi donnés par certains responsables politiques. Donc on arrive à cette situation-là, et là, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Il y aurait pu avoir une première logique d'avoir des accords collectifs, donc avec différents syndicats d'éditeurs, en se disant, on est ensemble plus fort, et on va essayer de contraindre ce pirate, ce voleur, de dire, tu t'es bien amusé avec toutes nos données, mais maintenant il va falloir donner un petit peu d'argent. Donc on est 50, 100, 200 éditeurs. Comment tu arrives à répartir la richesse ? Ces négociations collectives sont globalement refusées par OpenAI, qui va utiliser la stratégie bien connue de diviser pour mieux régner et qui va directement aller voir les plus gros du marché. Alors le Monde dit que c'est le Monde qui est allé voir parce que les négociations étaient infructueuses, c'est ce qu'il disait dans l'émission, chacun raconte son histoire. Il n'en reste pas moins que dans tous les pays du monde, il a œuvré de cette manière-là. Il va voir le plus gros du marché en disant, écoute, si tu veux, on se deal, on fait un accord tous les deux, confidentiel, sur 4 ans. Je te donne de l'argent, ça tombe bien, tu en manques, puisqu'on est quand même dans une économie de la presse qui est plus ou moins précaire, même si le monde n'est pas le plus à plaindre, mais on est quand même sur une économie fragile. Je te donne de l'argent et donc tes résultats vont apparaître un peu plus haut, ou du moins tu pourras continuer à profiter de ce tournant-là et tu n'auras pas l'impression de passer à côté. Et donc le Monde a signé, comme El País a signé, comme tous les plus grands médias dans chaque pays européen. Et alors bon deal ou piège qui, à plus ou moins long terme, va se refermer sur eux ? Si on prend en fait l'exemple précédent des droits voisins et de la manière dont Google ou Facebook ont plus ou moins, dans un premier temps, subventionné les médias, leur ont donné de l'argent pour créer du contenu, et puis après on dit un peu la logique du dealer, cette première dose je te la paye, elle est gratuite, et la deuxième tu vas devoir payer plus fort. Ah puis tu veux continuer à parler à ton public, faut passer par moi maintenant. Et puis ça va être plus cher. Et puis je vais changer l'algorithme un peu comme je veux, et tu sauras plus tellement si tu touches ta cible ou pas. Donc bien sûr que ça va se reproduire de cette même manière-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette situation, ce pacte qu'a fait le Monde avec OpenAI, c'est sans doute un pacte court-termiste pour eux assez intéressant parce qu'ils vont pouvoir aller toucher une audience. Et puis, on rappelle que dans le contrat, c'est pas juste apparaître dans les sources, c'est aussi s'engager à utiliser des outils d'OpenAI à l'intérieur même de leur rédaction. Alors, évidemment, il y a des chartes qui garantissent que cet outil ne va pas trahir la promesse journalistique, mais c'est plus que ça. C'est aussi, alors ils le disent, c'est pas un contrat d'exclusivité, ils ont aussi signé un contrat avec Perplexity, qui est encore un autre acteur américain. Mais donc ça laisse de côté finalement tous les autres qui sont pas dans la négociation, qui ont encore leurs données qui sont exploitées, ou alors ils font valoir ce qu'on appelle le droit d'opt-out, c'est-à-dire où tu dis je refuse. En fait, on est quand même dans une situation où c'est comme si vous disiez je refuse que tu me cambrioles quoi. Bon, et on trouve ça normal. Et en plus, ils peuvent quand même venir. Et en plus, ils peuvent passer par la fenêtre. Ouais, c'est ça. Donc c'est bizarre ce truc de je refuse d'être cambriolé, alors que c'est comme si la situation d'état de fait c'était que le cambriolage était autorisé. Ouais. Et côté audience, ça signe aussi la fin d'une certaine forme de pluralité. En tout cas, si on arrête d'aller s'informer soi-même sur les médias et qu'on se fie uniquement à ce que nous dit notre assistant et qu'on a un gros deal qui est signé par pays, et je force encore un peu le trait avec le service public. Finalement, c'est quoi l'avenir du service public? Le service public, je vais pas trahir si, peut-être je trahis. Alors, François, en cours quand même, tu peux trahir tout ce que tu veux, mais rapidement. C'est important s'il trahit un truc en live. Et c'est un chanteur qui dit ça. C'est clair.
Ça serait une bonne menace peut-être pour arriver en exécution. Sinon, je du me temps. mets à chanter. Non, en gros, le service public, puisqu'on vient de me relancer sur notre question, je vais faire très simple. C'est qu'a priori, ils vont sans doute signer avec des acteurs européens, voire peut-être français, pour arriver au moins à avoir une sorte de souveraineté, même si celle-ci peut être à certains égards remise en question. Mais ils vont être obligés d'y aller, de toute façon, dans le jeu de l'intelligence artificielle générative. Bon, il y a un autre jeu d'influence qui est en train de se jouer très très fort, Ophélie. C'est celui d'un rapprochement, en tout cas, t'as 2 micros du coup, d'un rapprochement, en tout cas on le constate aux États-Unis, entre le pouvoir et les big tech, en l'occurrence. Ce rapprochement fait peur parce qu'il amène toute la connaissance des données à l'échelle mondiale qui va pouvoir être exploitée peut-être, ou qui commence par l'être, tu vas nous le dire, par le pouvoir. Et certains n'hésitent pas à parler même de technofascisme. C'était en tout cas le propos de deux de nos invités récents. Est-ce que toi, le terme te paraît juste? Est-ce qu'on s'en doit s'en inquiéter? Et puis peut-être tu pourras nous dire si on peut s'en prémunir en France et en Europe dans les années à venir. Mais commençons par voir ce terme. Alors, le technofascisme, pourquoi pas? Voilà. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Je l'utilise pas parce que je trouve que ça dénature un petit peu l'analyse, à savoir qu'on a plutôt affaire à un système économique et de production technologique, je répète, mais qui pose problème et qui peut changer de bord politique. En fait, justement, la connivence entre pouvoir politique, Trump et les big tech aujourd'hui, en fait, État et géants de la tech, c'est pas nouveau. Je veux dire, les géants de la tech ont, depuis le départ, été des ambassadeurs de la puissance états-unienne, de toute façon. Et les États-Unis les ont largement subventionnés. Ils sont codépendants, en fait. Oui, mais là, ça va quand même beaucoup plus loin quand on voit comment tous les géants de la tech se pavanent font allégeance auprès de Trump. Ça fait autre chose quand même. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Et les risques de technosurveillance sont assez puissants. Oui, mais les milliards, par exemple pour le JWCC, enfin tous les projets en fait. C'est pas le JWCC. C'est le cloud de l'État américain pour la défense et qui en fait réunit aujourd'hui AWS, Microsoft, Oracle. Enfin voilà, il y a plusieurs prestataires. Au départ, c'était que Microsoft, puis ensuite AWS. Enfin, il y a eu plusieurs histoires. Enfin, les financements, si vous voulez, depuis les années 2000 et 2001, je veux dire, 2001 comme date vraiment charnière. Là, les investissements, que ce soit des fonds d'investissement comme InQtel, que ce soit des fonds de la CIA, donc via en fait des fonds souverains pour le coup. Eh bien, ça date pas de maintenant en fait. Et donc du coup, je pense qu'on en parle beaucoup parce qu'ils sont dans le spectacle. Voilà, donc on en parle beaucoup et on en parle probablement trop, d'ailleurs parfois. Et on oublie de voir qu'en fait c'est une histoire assez longue et qu'on est à une forme d'aboutissement et qu'en termes politiques, en fait, dans 5 ans, ça peut changer de bord politique. Les big tech iront là où le pouvoir politique leur permet d'avancer. Néanmoins, je mets une petite modération là-dessus. Il faut probablement néanmoins s'inquiéter de certains acteurs et je pense notamment à Palantir. Un acteur comme Palantir, clairement, oui, je pense qu'il faut le regarder parce que non seulement il est subventionné depuis très longtemps, il est au cœur d'une politique, des technologies de surveillance. Il se développe énormément et il se développe également sur des solutions qui touchent aujourd'hui les entreprises. C'est plus seulement du militaire, c'est plus seulement du renseignement, ça touche la vie économique. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut regarder les choses de cette manière-là. Et quand j'analysais un petit peu les choses lors de la rédaction de la seconde édition de mon bouquin, justement sur Palantir, ils ont remporté énormément de subventions étatiques. Ça date pas de Trump, c'est depuis longtemps. Donc je pense que le technofascisme, c'est pas mal, mais il faut faire attention au côté un peu buzz actuel du fait que oui, effectivement, on est dans un rapport politique très fascisant, mais en réalité, cette relation État, codépendance en fait, État et cet outil de l'empire qui est la big tech, ou qui est la big tech chinoise aussi côté chinois, il faut le voir comme une histoire longue et non pas comme un temps figé dans le moment Trump. Oui, et donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Palantir, qui est une boîte qui a été notamment cofondée par Peter Thiel, ex-associé d'Elon Musk, et qui a lui poussé le pion de J.D. Vance auprès de Trump. Donc on peut aussi se demander ce qu'il y a derrière, et qui se nourrit de culture et d'idéologie qui vont puiser dans un conservatisme certain, voire une forme effectivement de réactionnaire.
Yann, on va aussi essayer de casser un mythe, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas un mythe, j'en sais rien. Mais en tout cas, la première idée qui vient quand on parle d'IA et de travail, c'est destruction d'emplois. Et à chaque vague de technologie de rupture, destruction d'emplois, Schumpeter, etc. Enfin, qu'en est-il véritablement? Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour pouvoir le vérifier? Et est-ce que cette idée de destruction d'emplois n'est pas tout simplement liée à cette promesse aussi que l'on nous fait de gain de productivité? Et est-ce que cette productivité n'est pas l'arbre qui cache la forêt d'une autre forme de retour sur investissement qu'on pourrait aller chercher? Dans 20 ans, les machines seront capables de faire tout ce que les humains peuvent faire. C'est Herbert Salmon qui le dit en 1958. 20 ans plus tard, on était au cœur du premier hiver de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, on a fêté le terme le 31 août 2025, les 70 ans du terme. Ça repose sur une conjoncture qu'on appelle la conjoncture de Dartmouth. C'est que tout ce qui se passe dans le cerveau humain peut être décrit de façon suffisamment précise pour le faire reproduire par une machine. Et donc, ça repose sur cette conviction qu'on peut tout reproduire, on peut tout automatiser. Mais cette conviction, elle met beaucoup de temps à se réaliser. Aujourd'hui, on évoque encore des perspectives importantes de destruction du travail. Vous vous souvenez, la première étude, c'est 2013. Ça fait déjà un petit bout de temps, qui nous disait que 47% des emplois américains allaient disparaître dans les 20 ans. C'était Frey et Osborne. Frey et Osborne, exactement. Ouais. Ils ont un peu révisé leur évaluation. Ces études reposent sur l'idée qu'un métier peut être réduit à une succession de tâches. Et que si l'IA elle peut faire une tâche, elle l'enlève du métier et qu'il reste au métier les tâches que l'IA ne sait pas faire. Or, un métier, c'est précisément d'accorder du sens à ces tâches et à relier ces tâches à une compréhension du monde, ce qui manque en grande partie à l'IA. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas tant la destruction de l'emploi, c'est la destruction du travail. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à avoir des emplois, mais ils sont complètement redéfinis à l'aune de l'intelligence artificielle, de caractéristiques de l'intelligence artificielle, de telle façon à ce que le travail, potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on commence à observer, même si ce n'est pas massif, réduit la dignité matérielle, qui est une des promesses du travail, bien vivre de son travail, et la dignité spirituelle, deuxième promesse du travail, c'est avoir un travail qui a du sens. Alors, j'entends qu'on a des expériences très positives au travail. J'en ai déjà eu, personnellement. Il y a quand même un témoin qui a remplacé tout son COMEX avec une IA. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais pas forcément la conclusion. Je trouve qu'il y a eu une réunion physique de gens qui se sont parlé. Pour moi, je trouve ça très très bien. Pour moi, le problème n'est pas d'utiliser l'IA dans une réunion qui réunit des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le problème, c'est d'arrêter de faire la réunion et de la faire tout seul avec l'IA. Voilà. S'il y a effectivement un moment dans un collectif de travail qui discute, qui n'est pas d'accord, qui se frotte, qui se controverse, qui s'affronte, ça dure des heures. Ça, pour moi, ça, c'est du travail. Bon, je vais t'en donner un autre. Hier, j'étais avec quelqu'un qui me dit, un dirigeant, en l'occurrence, d'une PME, qui me dit, moi, j'ai gagné 2 heures par jour à correctement utiliser l'IA. Ça va forcément détruire de l'emploi. Si tout le monde gagne des heures et des heures par jour, tu vas forcément avoir des emplois qui vont sauter au passage. Alors cette grande crainte, cette grande peur, est rationnelle ou vraiment pour toi, on est face à une chimère, à une fable pour nous vendre encore plus d'IA? Alors pour moi, effectivement, il y a un objectif marketing, il faut pas se mentir, mais il y a des entreprises, il y a des organisations qui vont s'engager. Accenture, voilà, dit qu'ils vont le faire. Et il y en a d'autres, c'est pas les seuls. On va pas tirer que sur eux. Voilà, il y en a eu un paquet. Et il y en aura d'autres qui vont parier sur ça. Accenture, entre parenthèses, ça m'intéresse beaucoup parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 15% des projets IA qui passent à l'échelle et que dans les grands groupes, c'est souvent des grands cabinets comme Accenture qui ont été à l'œuvre d'un taux d'échec de 85%. Donc il semblerait qu'ils aient une recette de transformation des réussites qu'ils n'ont pas donnée à leurs clients. Voilà. Et un jour, j'ai dit ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit ça dans une intervention, et il y en a un qui a levé la main et dit « Oui, mais peut-être qu'ils vont y arriver parce qu'ils connaissent bien leur métier. » J'ai dit « Mais ça, c'est une excellente remarque. Peut-être qu'ils auraient pu s'intéresser au métier des gens pour réussir leur projet d'IA. Mais ils ne se sont pas intéressés au métier des gens. Ils se sont intéressés aux arguments marketing pour vendre de l'IA à des gens qui ne font pas le travail, qui ne vont pas utiliser l'IA. Et donc, comment on arrive à faire signer le chèque?
vous allez gagner en productivité. Sauf qu'aujourd'hui, notamment sur l'IA générative, les gens qui gagnent 2 heures, oui, effectivement, on gagne du temps à l'échelle individuelle. Mais pour l'instant, on ne le voit pas dans les statistiques globales de productivité. Clairement, c'est notamment le dernier rapport de quelques chercheurs du MIT qui disent que 95% des projets de Gen AI ne donnent aucun ROI, mais c'est tout simplement parce qu'on est à l'échelle de l'individu et on n'a pas entamé la transformation d'entreprise qui va avec. Je suis quand même très curieux, j'aimerais savoir comment toi, par exemple, François, tu utilises ou pas la Gen AI dans ton quotidien médiatique. Ça va être très décevant. Allez. Très très décevant. Comment ? Ouais. Non, je l'utilise pas du tout. Du tout. Non. Ok. Non, mais je l'utilise pas du tout. C'est par conviction ou c'est parce que ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose? Parce que je pense par réticence peut-être théorique, mais tu vois, moi j'ai tellement vu, quand je te disais cette délégation et cette perte en fait de capacité à rédiger, à penser, et surtout en fait mon métier c'est interroger plein de gens toute la journée qui parlent d'IA potentiellement, et la plupart des gens que j'interroge, j'avoue, sont assez négatifs sur les conclusions, donc moi je me nourris de ce que j'entends, et puis surtout je crois que ça reprend aussi pas mal de choses qu'on s'est dit ce soir, c'est que, et même ce coach qui n'en est plus un et qui est une IA qui permet de perdre du poids, mais je crois qu'on a tous tendance aussi à attendre de plus en plus de la technologie et de moins en moins des humains. Et donc on va s'en remettre justement à cette IA. Mais attention, peut-être que vous allez regrossir. Mais ça serait sans doute arrivé avec un humain. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose, c'est que si on est aussi autant à vouloir croire au bienfait de cette technologie, à croire justement aux agents conversationnels qui sont, à mon sens, quand même un assez grand danger de ces entités conversationnelles qui nous entourent déjà et qui vont continuer de plus en plus à irriguer notre quotidien, c'est aussi pourquoi en fait il faut s'interroger pourquoi on a moins confiance en la parole humaine, pourquoi c'est peut-être plus compliqué d'avoir une discussion avec les gens. On le voit bien dans la pratique des jeunes, tu vois, le téléphone, il ne sert plus du tout à parler. C'est-à-dire que même la discussion synchronisée, elle devient compliquée. On est vraiment dans une sociologie de la discussion asynchrone. Je te donne un vocal, tu réponds sur un vocal, je te donne un SMS, je réponds sur un SMS. Ensemble. Exactement, le fameux seul ensemble de Sherry Turkle qu'on adore. Et donc, il faut quand même, je pense, s'interroger aussi de ce pourquoi on s'en remet dans cette technologie. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre société qui doit faire société, dans nos liens humains? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il y a de beau et de magnifique aussi lorsqu'on est les uns à côté des autres? Et qu'est-ce que la technologie ne peut pas encore remplacer et ne remplacera peut-être jamais? Moi, je vais te le dire, dans quelques minutes, l'apéro. French Tech. On arrive maintenant au terme de ce grand entretien, de ce débat. Un grand merci à vous trois et vous pouvez les applaudir. Ouais, merci beaucoup. On va pouvoir continuer d'échanger ensemble. Et pour ceux qui sont derrière leurs écrans ou leurs oreillettes, il faudra venir la prochaine fois si vous voulez prolonger la soirée avec nous. En tout cas, si cet épisode vous a plu, comme à chaque fois, n'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire sur les réseaux sociaux, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, il faut faire un peu de promo, évidemment. Parlez-en à vos amis, venez avec eux au Trench Tech All Star No. 4. En général, c'est aura lieu à peu près au mois d'octobre, effectivement. Au mois d'octobre. Lisez les rapports du Laboria, lisez les ouvrages de nos invités, Ophélie Coelho, François Saltiel et donc avec son épouse Virginie Sassoon. C'est un livre de parents. C'est comment mieux vivre avec nos écrans. Sûrement un bon cadeau à faire avant Noël parce qu'il y aura sûrement beaucoup d'écrans encore au pied du sapin. Donc, on vous le conseille. Et puis on va terminer comme c'est la tradition dans Trench Tech. Si vous nous écoutez jusqu'au bout, vous le savez, par une petite citation. Pas encore une chanson. Ah. Celle-là est non pas par une chanson. Celle-là est magnifique. Pablo Picasso. Les ordinateurs sont inutiles. Ils ne savent que donner des réponses. Merci à tous. Merci Paris.